mesdames, messieurs. Je me rappelle d'une inauguration à Lausanne où le président de la Confédération de l'époque, Adolphe Hoggy, a commencé son discours en disant « C'est un Suisse allemand qui vous parle ». Et j'avais trouvé ça très amusant. Et naturellement, je n'ai pas l'humour d'Adolphe Hoggy, mais je vais quand même envie de vous dire « C'est un informaticien qui vous parle ». Et pourquoi j'ai envie de vous dire ça au début? Parce que le sujet que je vais traiter, maîtriser sa e-réputation, un enjeu stratégique pour l'entreprise, est vraiment un sujet où une pléthore de mes collègues auraient pu intervenir, et c'est clairement un sujet de veille économique, et donc je vais vous le présenter avec la vue d'un technicien, avec la vue d'un informaticien, et ça me fait très plaisir parce que c'est un sujet qui me passionne, que j'ai pu le traiter de manière académique, avec des étudiants dans des projets de recherche, et que je peux donner des cours à ce sujet, et je pense que c'est intéressant que nous partagions ce thème ensemble cet après-midi, ce soir. Alors, en préparant cette intervention, j'ai constaté que l'e-réputation est un mot à la mode. D'abord parce que vous êtes là ce soir, et je vous remercie, mais ensuite parce que si on va sur Google, simplement chercher ce mot, on voit une pléthore d'agences et de spécialistes de l'e-réputation qui sont prêts à nous aider, nous en parlons tout à l'heure. Ce nombre a même décuplé ces dernières années. Et le bon docteur Duxley, avec son élixir de santé et de miracle, existe aussi dans ce domaine. Et je vais essayer avec vous de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, et entre les réalités et les vrais spécialistes, et peut-être quelques arnaqueurs, ou en tout cas quelques docteur Duxley. Alors, en fait, effectivement, le docteur Duxley, il y en a pas mal dans le monde numérique, et je propose de rebondir d'abord sur ce terme numérique, et ça va être notre cheville ouvrière du départ, l'information numérique. Mais avant de commencer tout de suite, j'ai envie de vous raconter une histoire. D'ailleurs, il paraît que le storytelling est une très bonne méthode pour gérer son e-réputation, j'y reviendrai tout à l'heure, et je vais vous raconter une histoire, et pour ça, je vais vous montrer une voiture. Alors, cette voiture, c'est une Honda. Elle vient de sortir, ou elle est en train de sortir. Et c'est ma première histoire de e-réputation. En juin dernier, lorsque la marque Honda a décidé de lancer la communication autour de son nouveau modèle, j'ai noté, c'est un modèle qui s'appelle Accord Cross Tour, pour les spécialistes, eh bien, cette entreprise Honda, comme beaucoup d'entreprises modernes, avait un site web et surtout un site Facebook avec pas moins de 512 500 fans, ce qui est beaucoup pour un site Facebook d'entreprise. Et donc, ils ont décidé de faire un petit scoop avec ce site Facebook et de favoriser un petit peu leurs fans en présentant en avant-première, avant le lancement de la campagne marketing, la photo, je vais imprimer pour vous ce soir, la photo de la voiture qu'ils allaient sortir. Ça ne s'est pas très bien passé, puisque en quelques heures, ou même en quelques jours, il y a eu une quantité de commentaires désobligeants. Ah, mais elle est moche, mais qu'est-ce que c'est pas une Honda, elle ne ressemble pas. Enfin, tous ces commentaires se sont rapidement répandus sur l'Internet, ont été repris par Google et autres moteurs de recherche qui n'ont qu'une autre mission de faire ce genre de choses. Enfin, pour Honda, ce n'était pas vraiment le meilleur démarrage pour leur publicité. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la communication de Honda? C'est un petit peu l'exercice que je veux faire avec vous ce soir, et vous parler d'exemples et vous donner des solutions, parce que sur Facebook et sur Twitter, on parle de vos marques. Alors, la bonne réponse est en fait ce que Honda a fait. Ils se sont attelés à répondre patiemment à chaque commentaire, ils les ont groupés par thème, et c'était un sacré exercice de présence, et j'y reviendrai dans la méthode pour gérer les crises sur l'Internet. C'est un sacré exercice de présence qu'ils ont fait, et finalement, ça ne s'est pas si mal passé. Nous verrons qu'ils ont utilisé les bonnes procédures. Je me suis aussi demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient eu ce problème, parce que finalement, je pense qu'il y a des quantités de spécialistes d'automobile qui ont dessiné cette voiture, qui ont fait en sorte de faire le lancement. J'en ai parlé avec ma collègue Magali Bosson, qui est professeure de marketing, en plus d'être directrice de l'école, et qui m'a dit, elle m'a soufflé une explication qui est une bonne explication par rapport à ce qu'on va discuter ce soir, c'est que vraisemblablement,
les fans de Honda sur le site n'étaient pas tout à fait la cible prévue par les concepteurs de la voiture et par les gens du marketing de la voiture, donc c'est possible qu'il y ait eu ce décalage. Voilà un autre élément qui est pour moi important, c'est ces éléments de décalage entre les cibles marketing qu'il y a entre la vie réelle et puis la vie électronique. Voilà pour ma première histoire. Pour le reste, des fois je prendrai un peu plus la vue sur mes notes parce que j'ai pas de prompteur et puis j'ai pas de PowerPoint, donc vous m'excuserez si de temps à autre je regarde mon papier. Alors je voudrais repartir sur le mot numérique. L'environnement numérique est devenu clairement le cadre de nos communications et de nos affaires. C'est un environnement complexe et puis j'ai pu m'apercevoir en le pratiquant avec mes étudiants et avec les mandats que j'ai, c'est souvent un environnement qui est plutôt perçu comme maîtrisé. Et puis c'est pas seulement de l'informatique, ça serait beaucoup trop simple, parce que finalement l'informatique c'est des choses assez finies, assez claires à définir. Il s'agit clairement d'un paradigme culturel, d'une évolution. Alors bien sûr au départ il y a eu des révolutions techniques, des révolutions technologiques, mais la société s'en est emparée et c'est clairement un changement culturel que nous vivons avec le monde numérique. La HEG d'ailleurs se charge dans ses cours de voir comment valoriser ces éléments numériques, quel type de valorisation économique on peut en tirer. Le commerce et l'industrie sont initiés dans le travail par la matière première. Alors là, je vais aussi citer mes collègues, Michel Kuhn et Alexandre Devanov, qui, lorsqu'ils introduisent leur cours Information et système, montrent l'évolution de la matière première dans l'histoire. Et jusqu'au XIXe siècle, c'est très clair, la matière première, elle est tangible, elle est dans les magasins, on la gère en stock, etc. Aujourd'hui encore, hein, mais disons, il n'y a que ce type de matière première. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la matière première la plus importante pour les entreprises, c'est l'énergie. Et depuis aujourd'hui, depuis le XXIe siècle, ces matières premières traditionnelles, bon déjà l'énergie c'est une matière première particulière, ont été supplantées par une nouvelle matière première qui est la matière première du XXIe siècle, qui est l'information. Et aujourd'hui, notre économie, nos communications sont basées sur l'information. Alors je le disais tout à l'heure, c'est clair que l'information, elle est numérique, que les transformations viennent d'éléments techniques, mais il s'agit d'éléments culturels. D'ailleurs, j'ai participé à quelques programmes européens dans lesquels on a pu travailler sur cet élément qu'on appelle l'e-culture, comme la e-réputation tout à l'heure. Et en fait, on utilise là le mot culture dans tous les sens du terme. Et bien qu'on soit parti d'éléments d'ingénieurs, comme par exemple les protocoles d'Internet, TCP/IP ou autres, il s'agit clairement d'un nouveau paradigme qui va modeler notre société de l'information, les dynamiques collaboratives, l'intelligence collective et la gestion des connaissances. Alors, je vous ai distribué un petit mémo que je vais utiliser quelquefois pendant cet exposé, dans lequel j'ai résumé lorsque ce que je dis est plus facile à lire qu'à dire. Dans la culture numérique, on peut extraire, c'est au verso de la feuille, dans le contexte culturel, on peut extraire 5 propriétés socio-techniques qui sont des éléments avec lesquels vous devez moduler tous les jours et vous devez vivre tous les jours. Ces 5 propriétés socio-techniques qui donc notre société. Il s'agit de l'instantanéité de la transmission de l'information, de la décentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure gouvernante ou organisée hiérarchiquement, l'insynchronicité et la synchronicité. Aujourd'hui, on peut communiquer en mélangeant ces deux éléments. Vous pouvez communiquer en étant en ligne avec la personne à laquelle vous communiquez, vous pouvez communiquer en décalage dans le temps, et vous pouvez surtout mélanger ces deux éléments, et vous devenez des mutants quand vous jouez correctement avec ce genre de choses, quand vous êtes capable, par exemple, de téléphoner en même temps que vous écrivez un SMS ou que vous communiquez sur le chat avec quelqu'un d'autre pour demander des informations pour le téléphone que vous êtes en train de faire. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais regardez un petit peu comment vous vivez professionnellement ou dans vos relations privées. Vous êtes des fois dans ce type de situation. La multilatéralité qui permet de communiquer non pas traditionnellement d'une personne à plusieurs, mais vraiment dans tous les sens, en réseau de plusieurs personnes à plusieurs personnes, et la symétrie qui permet sur
le réseau Internet et dans ce monde numérique, l'équité des chances que l'on peut par exemple vérifier avec des nouveaux artistes qui apparaissent uniquement sur Internet, etc. etc. Alors ces 5 propriétés socio-économiques, elles induisent des comportements qui sont qu'aujourd'hui, on va plutôt étudier la gestion des flux d'information que l'information elle-même. Et typiquement, dans les exercices qu'on va faire ensemble ce soir sur la e-réputation, c'est une des thèses qu'il faut utiliser. Ensuite, on va voir qu'on va mettre en jeu des dynamiques collaboratives horizontales plutôt que hiérarchiques. Par exemple, créer une encyclopédie à plusieurs qui s'appelle Wikipédia. Et puis donc créer ainsi une intelligence collective de communautés apprenantes en opposition aux traditionnelles communautés savantes qui existaient jusque-là. Alors voilà, ce sujet, on pourrait en parler toute la soirée, mais ce n'était pas l'exercice qu'on m'a demandé de faire. C'est par contre important d'avoir posé ce contexte. Alors, je vais demander à Karine de faire circuler, cette fois-ci, il y a 3 photos, pour après, vous pouvez la regarder, je ne sais pas de photos. Voilà. Et puis, j'aimerais faire, attends, il y en a une troisième, je crois, voilà. J'aimerais faire un petit sondage en vous posant 2 questions. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui reconnaissent ce petit oiseau? Voilà. Alors, je donne la réponse dans quelques minutes. Hein. Et puis, ma deuxième question, de nouveau, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui savent ce que c'est un retweet? Ah, c'est à peu près les mains, il y a plus de monde. Merci. Alors, je vais effectivement vous parler, parce que c'est quand même une des révolutions les plus importantes au niveau des services qu'il y a sur l'Internet, de Twitter, de ce petit oiseau et le logo. Vous en avez peut-être entendu parler, parce que la presse en parle, parce que les journaux et la télévision en parlent, parce que pour eux, c'est un élément essentiel. Qu'est-ce que ce petit oiseau? Alors, ce petit oiseau, c'est le logo du site qui, le premier, a annoncé, le 15 janvier 2009, l'affleuvissage, arrivé sur un fleuve, voilà, l'affleuvissage de l'avion d'US Airways sur le Hudson River. Hein. Donc, naturellement, en plein New York, on imagine qu'il y avait des quantités de personnes avec leur téléphone portable, qui ont fait la photo que je vous ai montrée, et d'autres qui ont surtout tweeté, c'est-à-dire envoyé des petits SMS sur ce site qui, à quelque part, est capable de capter l'actualité au moment où elle se fait. Ce qu'aucun journaliste, même en plein New York, avec des hélicoptères et tout CNN qu'ils ont, sont capables de faire. Imaginez maintenant quelques instants que vous êtes chargé de communication, c'est US Airways. Vous êtes confronté immédiatement, alors de toute façon, chargé de communication dans une compagnie aérienne quand il y a un crash, c'est très difficile, on est bien d'accord. Mais en plus de ça, quand l'information est dans le monde entier, avant que vous en ayez même entendu parler, heureusement, il n'y a pas eu je crois qu'il n'y a pas eu de mort ni de blessés, ils ont tous survécu, donc c'est extraordinaire, c'est très bien comme exercice. Et bien imaginez que vous êtes chargé de communication dans ce type de société, vous êtes confronté immédiatement à ce qu'on appelle la société de l'immédiateté et de l'hyperconnectivité. Et toutes les entreprises, pas US Airways, pas Honda, mais toutes les entreprises, la plus petite organisation, la classe de l'industrie et des arts, toutes les organisations sont confrontées à cette société. Twitter est le seul moteur de recherche en temps réel. Il mesure le pouls du monde, mais il vous montre, il vous illustre bien cette situation. Alors, je le répète, sur Twitter, sur Facebook, on parle de votre marque. Est-ce que vous le saviez? Si vous ne le savez pas, vous le savez ce soir. Même si vous n'avez jamais, vous, écrit quelque chose. Et donc, on va parler de votre réputation. Alors, je peux retourner de nouveau de l'autre côté de l'Atlantique, et pour citer Henry Ford, qui disait « Les 2 choses les plus importantes d'une entreprise n'apparaissent pas à son bilan, à savoir ses hommes, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes, on pourrait dire aujourd'hui ses hommes et ses femmes, et sa réputation. » Voilà un élément qui n'est pas pris en compte par l'entreprise et qui pourtant a une importance capitale et qui est fortement secoué avec la société de l'information. Oui, j'ai oublié de dire ce que c'était que le retweet, ma deuxième question. Alors le retweet, c'est la petite bombe. Quand on écrit quelque chose sur Twitter, c'est un tweet, comme un cul d'oiseau. Et lorsque quelqu'un relance ce tweet à une autre communauté, ça s'appelle un retweet. Et ça peut aller aussi vite que les graphiques de Monsieur Logarithme. Même ça va aussi vite que les graphiques de Monsieur Logarithme.
Donc deux cas. Si c'est une mauvaise nouvelle pour votre entreprise, c'est une catastrophe de communication. Et si c'est une bonne nouvelle pour votre entreprise, ça s'appelle un buzz. Tant mieux pour vous. Bon, on peut faire des buzz avec d'autres outils, hein. Mais à ce moment-là, vous avez gagné, vous êtes le meilleur homme ou femme de marketing de la journée. Alors rappelez-vous, aujourd'hui l'information, ça marche comme ça. J'ai un petit graphique pour m'aider. Pendant la première demi-heure, ça se trouve sur Twitter. De la première demi-heure à une heure, ça se trouve sur Google qui fait un effort pour essayer de suivre, mais qui n'y arrive pas toujours. À partir d'une demi-heure, trois quarts d'heure, dans les pays développés, on entend ça à la radio. Une heure après, vous allez l'entendre sur CNN parce que la télévision met un tout petit peu plus de temps parce qu'il ne leur faut pas seulement le son mais aussi l'image, donc il faut qu'ils envoient une caméra, sinon c'est pas bon. Et puis alors après, on arrive dans les médias traditionnels. La télévision suisse romande va attendre 19h30, c'est-à-dire dans 4-5 heures, si l'affaire est arrivée après le journal de midi. Et puis le journal papier, lui, ça va être les jours d'après. Donc au niveau de l'impact, naturellement, le plus grand impact sera au moment où l'information passera de Twitter, Google à la radio et à la télévision immédiate. Et ce genre de choses, il faut maintenant le jouer quand on est responsable de communication dans une entreprise. Vous allez me dire, oui, mais le bouche à oreille, une discussion de comptoir, le lancement d'informations comme ça, on l'a déjà souvent, c'est vieux comme l'humanité, bien sûr. Mais aujourd'hui, le phénomène d'amplification est colossal grâce à Internet ou à cause d'Internet. Les choses sont immédiates, les choses sont globales, les audiences bougent et quittent les médias traditionnels. Hein. Il y a encore 50 ans, le journal était certainement le média qui donnait plus d'informations. Aujourd'hui, il est le média qui donne le moins d'informations, de news. Donc, il peut par contre aller plus en profondeur s'il veut. Je vous rappelle, juste avant de quitter ce sujet, que le dernier président des États-Unis, actuellement en fonction, Barack Obama, lui, il a été élu en partie grâce à Twitter et Facebook. En tout cas, il a maîtrisé ces deux outils. Bon, voilà, les discussions sur... j'ai essayé de chercher s'il y a des gens qui ont fait une analyse pour dire s'il a vraiment gagné à cause de ça ou pas. C'est difficile de le prouver, mais disons, en tout cas, il l'a bien maîtrisé. Alors, nous pouvons maintenant, à ce stade, proposer une définition de la réputation. Alors, de nouveau, vous pouvez prendre votre petit livre, et ça se trouve cette fois-ci au verso. Formellement, pour définir la e-réputation, comme pour la réputation, il faut définir l'identité. L'identité normale dans la vie réelle, elle est composée de ce que vous dites de vous et de ce que les autres disent de vous. C'est les deux éléments qui vont composer l'identité. L'identité numérique, c'est la même chose, mais sur le web, sur l'Internet. Alors, je vous ai marqué ici que l'e-réputation, c'est ce que l'entreprise dit d'elle officiellement. Donc là, pas de problème, la communication d'entreprise, le site web d'entreprise, la brochure, la publicité, ok. Ce que l'entreprise dit d'elle officieusement. Alors ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant qu'on ait tous ces outils de réseaux sociaux, de communication. Lorsque vos collaborateurs échangent des informations sur les chats, sur Facebook, sur LinkedIn ou autres, ils génèrent de l'information, ils parlent d'eux, d'accord, mais ils parlent de leur travail. Et donc, ils font une information sur votre entreprise qui est officieuse. Je ne suis pas en train de dire qu'ils trahissent des secrets de fabrication ou des secrets d'entreprise. Je ne suis pas en train de dire forcément ça. Et je suis en train de dire qu'indirectement, il y a beaucoup d'informations qui est disséminée sur le web par vos collaborateurs. Et c'est ce que j'ai appelé l'information officieuse de l'entreprise. Elle vient de l'intérieur de l'entreprise, mais elle n'est pas officielle, elle n'est pas contrôlée par les services de communication. Ensuite, sur Internet, il y a tout ce que vos partenaires disent de vous. Typiquement, déjà, les entreprises qui ont une liste de clients. Vous pouvez recouper toutes ces informations pour voir la réputation d'un fournisseur par rapport au nombre de sous-fournisseurs qui l'ont cité comme référence, etc., etc. Et ça, avec l'Internet, c'est des éléments qu'on peut très rapidement extraire et exploiter. Ensuite, ce que les concurrents disent de vous. Et les concurrents, des fois, il y a aujourd'hui aux États-Unis, ou même un petit peu en France déjà, des publicités agressives où on met en jeu les concurrents. J'ai vu là Sun, fabricant de serveurs informatiques, qui met en défi IBM de faire des serveurs plus rapides qu'eux. Ils ouvrent un concours et ils disent qu'IBM peut être candidat. Ça, c'est de la publicité agressive et comparative, on est d'accord. Mais pas seulement ça.
Les concurrents peuvent s'immiscer dans votre site internet, faire des remarques, répondre à un article, etc., etc. Et puis tous vos clients. Alors ça, c'est un phénomène extraordinaire. J'ai eu le plaisir de travailler avec l'École suisse de tourisme sur un projet pour voir comment, par exemple, les hôteliers et les restaurateurs suisses étaient équipés de sites dits Web 2, c'est-à-dire de sites web sur lesquels les clients pouvaient faire des commentaires et comment ils exploitaient ça. Alors je peux vous dire qu'il y a un décalage terrible entre l'hôtellerie suisse, disons, traditionnelle, naturellement les grandes chaînes ont pris en charge ce genre de choses, et les autres pays, et en particulier les pays d'Asie, et puis même certains pays d'Amérique du Sud, où on est plus performant sur ces sujets-là, mais c'est des transformations essentielles, et voilà tous des éléments que l'on peut traiter de l'e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est l'image d'une organisation véhiculée par l'Internet, et puis elle peut se différencier, je répète ce que me disait Madame Dubosson tout à l'heure, elle peut se différencier de la réputation dans la vraie vie par une population différente. Et ça, on l'a même prouvé lorsque l'on a, par exemple, analysé la publicité, le commerce des articles de luxe sur Internet. Les populations ne sont pas les mêmes. Hein. Elle se gère par des moyens et un engagement véritable. Et j'aimerais insister sur ce mot véritable en lui prenant deux sens. D'abord, important. On ne peut pas maîtriser sa e-réputation sans mettre des moyens. Je vous donnerai quelques clés tout à l'heure. Des moyens financiers, humains, et véritable dans son autre terme, dans son autre sens, vrai. Sur l'Internet, dans le monde des réseaux sociaux, il faut être authentique. On en verra tout à l'heure. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce que je vous raconte là, c'est pris au sérieux. Et qu'aujourd'hui, on trouve maintenant des professionnels qui vont vous proposer des services sérieux pour vous aider à gérer cette problématique. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas encore très simple, et c'est même pas simple du tout, et que personne n'a encore trouvé la bonne réponse. Alors, moi j'ai quand même quelques pistes à vous donner pour introduire la gestion de la réputation dans la stratégie de votre organisation, qui était le titre de mon intervention. C'est une question d'image et de veille. Il y a une référence en France qui s'appelle Camille Alloin, qui tient un blog qui s'appelle Cas de réputation. On le trouve très vite lorsqu'on cherche sur Google. Et lui a interrogé beaucoup de professionnels pour créer ce qu'on appelle un nuage de mots-clés. Donc c'est un élément du site web où on met en plus gros les mots qui sortent plus souvent et en plus petit les mots qui restent plus souvent. Et on voit cette notion de veille en grand. Hein. Le décalage entre l'image voulue par l'organisation et l'image perçue sur le web est justement ce que vous devez faire si vous avez l'intention de gérer votre e-réputation. Alors voici un embryon de méthodologie pour la gérer. D'abord, comment? Alors d'abord, il faut savoir que sur Internet, on parle beaucoup avec des mots-clés. C'est assez simpliste. Hein. Donc il faut que vous réussissiez à restreindre le vocabulaire qui va traiter votre organisation en une seule dimension, avec ce sous-ensemble que l'on imagine, qui peut définir votre organisation. Ensuite, où est-ce que vous allez parler de vous sur Internet? Eh bien, il faut parler de vous partout. Bien sûr, vous avez un site web, ça c'est clair, toutes les entreprises en ont un, toutes les organisations en ont un. Vous allez peut-être ouvrir des blogs pour faire une actualité, c'est-à-dire que vous allez écrire des articles, vous allez demander à certains de vos employés d'écrire des articles. Mais vous pouvez aussi exister sur tous les outils de partage, par exemple les outils de partage de photos comme Flickr ou de vidéos comme YouTube, ou bien les outils de partage d'interchange entre les gens comme Facebook et les réseaux sociaux. Il y a deux réseaux sociaux professionnels à mettre en premier en Suisse romande, c'est d'abord LinkedIn, et puis en Suisse romande, ne pas oublier le réseau de résonance, qui a un impact important dans notre contrée, et cet élément de localisation reste quand même valable, hein, même quand on parle de globalisation. Attention toujours, les cibles qui parlent de nous sur le web ne sont pas forcément celles que l'on veut les cibler par nos actions de marketing traditionnelles, il y a encore ce décalage. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre sur l'Internet pour mettre en place sa réputation? Alors, le nom de l'entreprise, les produits, le domaine d'activité, bien sûr, mais il faut aller plus loin que tout ça. Mettez le nom des personnalités de votre entreprise. Mettez le nom des gens dans votre entreprise qui ont fait quelque chose, ou qui ont un poste, ou qui ont une histoire. Exploitez le profil LinkedIn, donc le profil social déclaré dans l'univers numérique de vos collaborateurs.
Rendez donc tous vos collaborateurs comme des véritables agents de relations publiques. C'est une très bonne façon d'améliorer la réputation d'entreprise. Sachez aussi au passage que lorsque les collaborateurs vont changer d'entreprise, ça va savoir qu'ils vont écrire qu'ils passent de telle entreprise à telle autre et que ceci sera relié sur Internet par rapport à la réputation de votre entreprise. Vous êtes une entreprise qui avait un turnover du personnel trop important, vous êtes une entreprise qui ramasse toujours les meilleures têtes, etc., etc. Ça se mesure et c'est très facile à retrouver. Ensuite, une fois que vous avez posé tout ce que vous avez l'intention de poser, il faut passer à la mesure de la visibilité de l'organisation sur le web. Alors le mieux, c'est clairement d'utiliser les moteurs de recherche. Google et ses concurrents, il y en a peu, enfin bon, vont pouvoir vous donner une bonne idée de votre visibilité. Il existe sur Google le seul moteur de recherche, on met les mots-clés, il sort. Mais il y a beaucoup d'outils derrière que je vous suggère d'étudier et de regarder. Alors je vous les cite comme ça. Par exemple, la roue magique de la recherche associée. Extraordinaire. C'est tout à gauche dans la page de Google. Vous cliquez là-dessus et vous avez un dessin qui se forme avec toutes les relations entre les mots-clés qui caractérisent votre entreprise et d'autres mots-clés qui sont souvent associés à aux interrogations sur Google. Autre outil très intéressant, les Google Suggest. C'est la bête noire des politiciens français. C'est-à-dire quand vous commencez à taper un mot, Google vous suggère d'autres mots. Pour vous, comme responsable de com ou comme patron d'entreprise ou d'organisation, c'est très intéressant de taper, par exemple, HEG et de voir que derrière c'est marqué école d'informatique et pas école d'économie d'entreprise. C'est pas vrai. Donc c'est très intéressant de taper un premier mot et de voir ce que les autres internautes ont tapé comme recherche avec le nom de votre entreprise ou avec le nom de votre produit. Et puis n'oubliez pas non plus les Google Blog Search qui sort des sites web traditionnels pour aller voir ce qui se passe sur les blogs, mais on en parlera parce qu'il faut avoir une certaine prudence avec ça. En clair, votre responsable de communication ou la personne que vous engagez pour gérer la e-réputation de votre entreprise doit être un maître S-Google, et ça ne s'en peut-être à l'IFAGE, mais en tout cas à la HEG, pas encore, ça ne s'enseigne pas. C'était beaucoup. Voilà. Et puis alors, une dernière chose, il y a Google, mais il y a Wikipédia. Faire très attention avec Wikipédia. Donc Wikipédia, c'est une encyclopédie communautaire. La réputation sur Wikipédia est vraiment très considérée par les internautes. Donc si vous avez une mauvaise réputation sur Wikipédia, vous êtes mal parti. Et ne faites pas comme TF1 qui a essayé de tricher, ça c'est des choses qui se racontent sur le web et qui ont été vérifiées, en changeant des audiences, en changeant des impacts de diffusion et autres. Ça s'est très mal passé pour eux. C'est naturellement le fonctionnement même de cette encyclopédie participative, c'est de réagir immédiatement et que la communauté veut la vérité. Alors pour aller plus loin, vous pouvez mesurer non pas seulement la visibilité mais l'influence. Alors je vous ai marqué ici, toujours sur la page recto de notre petite page, il y a deux éléments. Il y a l'influence quantitative. L'influence quantitative, c'est votre visibilité, que l'on peut chiffrer. Et l'influence qualitative, c'est l'impact de cette influence. Alors, pour mesurer l'influence quantitative, eh bien, je vous ai donné quelques clés. Sur Twitter, je parlais tout à l'heure, il faut compter le nombre de suiveurs. Alors, sachez que sur Twitter, on va suivre des flux que des entreprises et des organisations marquent. Par exemple, dans le flux des élections et des votations de l'État de Genève, on a 120 suiveurs. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus que le flux du Parlement, de la télévision suisse. Sur Facebook, il faut compter le nombre de fans et l'augmentation du nombre de fans pendant une action de promotion. Sur Facebook, on joue avec l'amitié, drôle de sens du mot ami d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans le symposium de la HEC, qui aura lieu au mois de novembre, on va, avec mon assistante Karine Pasquier, montrer 6 PME genevoises qui ont été suivies pendant 6 mois sur Facebook pour voir l'impact et qu'est-ce qui s'est passé pour elles, ces PME sur Facebook. Sur YouTube, donc ce site communautaire de vidéos, il faut simplement compter le nombre de visionnements et surtout pendant une période de temps spécifique pour évaluer l'impact d'un buzz. Et puis sur les blogs, alors c'est très clair. Les blogs, il y a des quantités de choses qui sont écrites et qui ne sont jamais lues. Donc alors, pour moi, la règle est simple. Ne comptez que les commentaires. Lorsqu'un article est publié,
il n'a absolument par défaut aucun impact. Par contre, dès qu'un article est commenté, à ce moment-là, on a la preuve qu'il y a eu plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de lecteurs, parce que pour un commentaire, il faut plusieurs, ou alors il y a un impact très fort et puis ça va se multiplier. Alors, à ce niveau-là, maintenant, ça c'était pour donc mesurer la visibilité. Et maintenant, pour mesurer l'impact, on va analyser la source, on va analyser la qualité de la source. Alors, sachez que les moteurs de recherche fonctionnent très bien. Ils sont basés sur le même principe que la recherche académique, où finalement un article a de la valeur pour autant qu'il soit référencé par d'autres articles. Et donc Google va mettre en avant les articles ou les éléments de votre entreprise, ou les publicités, ou les mauvais messages de votre qui a été écrit sur votre entreprise, s'ils sont largement référencés. Et donc, il faut se compter ce genre de choses. En fait, vous devez carrément mesurer le réseau de chaque source. Alors, je vous ai mis 3 clés ici. Comment les évaluer, ces sources? Si la source est un article unique avec 0 commentaire, vous l'ignorez. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si la source est commentée, il faut la suivre de près. Et si la source est référencée dans d'autres articles, donc s'il y a un réseau de sources, l'impact est majeur. Et si l'information qui est donnée par cette source est mauvaise pour votre entreprise, eh bien il faut mettre en place une stratégie de suivi. Il faut vous inscrire éventuellement à une école de guerre économique, qui en existe en France. Et c'est parti, c'est la guerre. Alors moi j'ai un petit coup là, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un informaticien qui vous parle. Alors j'ai un petit astuce d'informaticien. Si vous avez envie que l'un de vos messages sur l'un de vos blogs soit mis en avant dans Google, vous allez créer non pas un blog, mais 10 blogs. Le blog principal sur lequel il y a l'article que vous voulez référencer. Vous créez 10 blogs autour qui référencent cet article, et vous auto-alimentez les 10 blogs, c'est un petit peu une recette de cuisine, hein. Vous auto-alimentez les 10 blogs avec des flux RSS, donc des moteurs qui vont directement chercher de l'actualité sur le thème qui vous intéresse, et vous laissez tourner ça pendant une semaine ou deux. Et après une semaine ou deux, c'est garanti sur facture, garanti par la HEG. Vous êtes les premiers en tête de Google. Donc ça, c'est un petit truc qui permet de modifier un peu l'impact de la source. Nous disions que c'était la guerre, et oui, c'est la guerre. Pensez que sur le web 2.0, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut écrire en direct un premier message publicitaire, vous vous rappelez la voiture, hein. Hop, ils ont à peine publié la photo qu'ils se sont déjà fait descendre complètement. On ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. Je ne connais personne qui ose affirmer qu'il contrôle et qui maîtrise des flux d'informations sur le web 2. On ne fait que gérer les flux, mais il faut les gérer. Alors, les outils traditionnels restent tout à fait valables, hein. J'ai regardé dans le catalogue des cours de la HEG, intelligence économique, veille, lobby, influence, marketing, communication de crise, parfait, il n'y a pas de problème, ça reste valable. Mais ces cours doivent apprendre à tourner, enfin ces spécialités doivent apprendre à évoluer avec les 5 propriétés socio-culturelles que j'avais mis à derrière, et en particulier l'instantanéité. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez une crise sur Facebook. Votre entreprise est attaquée. Que devez-vous faire? Alors ne pas mettre en place la stratégie de communication de crise avec une cellule qui se réunit et qui discute comme on a appris à l'école de journalisme quand on était en 1990. C'est foutu. Premièrement, vous devez aller au pied du mur, c'est-à-dire agir vite, vous mettre au pied du mur de Facebook, et puis être sur le terrain et répondre immédiatement. Vous devez participer à la conversation, vous devez l'alimenter, vous devez être présent. Puis, vous devez accepter les responsabilités, ne pas nier, expliquer ce qui s'est passé, répondre, dialoguer. C'est comme ça qu'on attend de vous la réaction. Si vous êtes sur les réseaux sociaux de votre entreprise, vraisemblablement, vous n'avez pas le même ton que vous avez normalement dans les communiqués officiels. Ne profitez pas de la crise pour amener le ton du communiqué officiel. Restez dans le ton du réseau social. Si vous êtes dans une communauté, demandez de l'aide de votre communauté. Commencez à discuter, qu'est-ce qu'il faut faire et autres. Ensuite, affirmez que ça ne se reproduira pas. Et puis après 2-3 jours, passez à autre chose, la vie continue sur Facebook, et c'est en ordre, vous avez réglé votre crise. Alors ça, c'est peut-être pas la solution miracle, mais disons, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire, et le reste que l'on va voir, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je peux vous donner quelques conseils pour sortir de cet élément concret. Je crois que je les ai mis aussi là. Méthode et outils. Hein. Alors, d'abord, il faut échanger, être présent régulièrement en prenant part aux conversations, être accessible et être authentique. Le moindre message faux, le moindre mensonge sur un réseau social est immédiatement dénoncé par l'intelligence collective dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de très
Maintenant, vous pouvez quand même un petit peu vous préparer. Alors bon, je sais que dans les cours sur la communication de crise, on dit que s'il y a une crise, c'est justement parce qu'on n'avait pas pu la préparer. Parce que c'est comme quand on nous annonce qu'il va y avoir un attentat à la gare centrale de Berlin ou à la Tour Eiffel de Paris. Comme disaient certains, j'ai jamais entendu parler d'un attentat dont on savait qu'il allait se produire. Et donc, habituellement, on ne peut pas préparer une crise. Mais la réputation est quand même un élément. Alors, je vous ai tout à l'heure parlé du storytelling. C'est-à-dire que vous pouvez raconter des histoires. Et ces histoires, vous allez les mettre sur le web, ils vont exister sur l'Internet, et ça va être en fait un excellent bouclier. Mais alors, faites attention, pas de message de propagande, pas de message publicitaire. Racontez des histoires vraies, des histoires authentiques qui vont alimenter la discussion. Et ça, au moment où il y a une crise, ils vont amener le contre-pied, le contre-poids nécessaire. Je profite toujours de placer le slogan de mon cours d'identité numérique, s'afficher plutôt que d'être fiché. Il vaut mieux écrire soi-même sur le monde numérique, investir les lieux que les gens écrivent pour vous. Dernier détail, le web est composé de communautés. Eh bien, le community management, ça doit s'enseigner, ça doit s'apprendre, et c'est pas si simple. Les règles sont différentes, il y a c'est pas les règles du lobby, c'est des règles d'interaction entre les gens, donc je vous suggère de vous pencher là-dessus. Et pour les spécialistes, j'ai une petite réflexion qui va vous empêcher de dormir ce soir, parce que vous allez réfléchir si c'est vrai ou pas. Écoutez bien. Il existe une communauté lorsqu'il y a équation ou presque entre les followers et les followings. Bon, ça a à voir avec mon petit Twitter, comme d'habitude, mais réfléchissez à cette équation mathématique, elle est intéressante. Alors, en conclusion, quelques conseils. Parce que moi, quand j'ai préparé cette conférence, j'ai beaucoup surfé. Alors, j'ai vu des quantités d'agences qui proposent leurs conseils. Alors d'abord, j'ai vu des agences qui vous proposent d'analyser les textes automatiquement par des logiciels. Alors, je vous ai dit, c'est l'informaticien qui vous parlait. Je ne pense pas, franchement, qu'un logiciel puisse analyser la qualité positive ou négative d'un texte. Cette soirée était terrible. Le logiciel va dire quoi? C'était catastrophique. Or, voilà, les sous-entendus humains, les sous-entendus émotionnels ne sont absolument pas percevables par une machine. En tout cas, pour l'instant, quand les machines ne sont pas connectées à des systèmes biologiques. Le marché de la réputation est largement fourni par des agences. Donc, si vous avez des gros soucis et des gros budgets, vous pouvez engager des agences pour faire le travail. Ces agences, elles vont être efficaces immédiatement. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent selon des panels. C'est-à-dire qu'elles ont déjà tout préparé. Vous arrivez avec votre entreprise, votre organisation, elles vous demandent quelques centaines de francs et elles vous font votre réputation. Dans leur panel, c'est un peu dommage. C'est pratique, c'est pas cher et c'est rapide, mais c'est un peu dommage parce que, naturellement, ils ne crawlent pas, comme on dit, ils ne surfent pas sur la grande qualité du web et donc ils ne sont pas sensibles aux évolutions immédiates et rapides du web. Donc c'est un peu limité. Finalement, les résultats des évaluations quantitatives et des influences doivent toujours être considérés de manière relative. Faites très attention sur le web, il y a des toutes petites entités, des toutes grosses entités, et on ne voit pas forcément la différence. Alors, avant de finir, encore deux petites histoires, si vous me permettez. D'abord, le site en ligne du journal Libération. Ça, c'est une histoire qui s'est mal passée pour eux. Un soir de match de préparation de la coupe de je ne sais pas quoi, de foot du monde, Europe, non, du monde, puisque c'était les Algériens. Le journaliste devait être très mal inspiré. C'est uniquement sur le web, donc c'est un article qui a été écrit uniquement sur libération.fr. Il a écrit un article de son plus mauvais style, avec les plus mauvais mots possibles, vraiment même des mots qui n'étaient pas dans le dictionnaire, ou disons pas recommandés pour les enfants, dignes du vocabulaire d'un chauffeur-livreur parisien. Le problème, c'est que les Algériens ils parlent français et puis ils ne se sont pas gênés de commenter immédiatement sur le site Libération qui met toujours la possibilité de commenter les articles, comme le site de la Tribune de Genève et autres journaux. Pas de problème pour Libération.fr, ils ont vu qu'ils étaient agressés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effacé l'article et tous les commentaires. Naturellement, en oubliant une chose, c'est qu'on ne peut jamais rien effacer sur l'Internet, sur le web, surtout quand on a eu du succès, surtout quand on a fait le buzz. Donc d'abord, tous les caches, c'est-à-dire la mémoire tampon de Google, avaient enregistré l'article, et puis naturellement, l'article s'est retrouvé sur plein d'autres sites et plein d'autres blogs, algériens ou pas. Il y a même un site Facebook qui a été créé pour l'affaire en disant « Les Algériens emmerdent de Libération ». Beaucoup de fans, des commentaires, enfin c'était bien parti.
Que doit faire Libération? Alors faire ce qu'ils ont fait, mais après 4 jours seulement, c'est-à-dire s'excuser. Et utiliser simplement l'URL de l'article pour s'excuser. C'était très simple. Mais ils ne l'ont pas fait tout de suite, ils ont voulu effacer, ça a fait beaucoup de dégâts. Autre et dernier exemple, très amusant, que j'ai découvert la semaine passée, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé ou du sous-marin noyé. Je fais exprès de dire ça parce que l'entreprise s'appelle quelque chose comme ça. C'est une agence de veille de e-réputation qui cite des exemples de décalage, de dérapage de l'e-réputation et qui se fait complètement investir par les internautes qui créent des buzz ou qui critiquent des entreprises. Quand les entreprises ont réglé le problème, en fait, ils continuent le débat sur le site de cette agence de réputation qui a cité ça comme exemple. Donc, ils sont complètement pris en otage, pris à leur propre piège, et ça, c'est vraiment un bon exemple de dérapage de la réputation. Voilà, j'arrive au bout. Je vous rappelle donc, dialoguez plutôt qu'effacer, soyez vous-même, authentique, faites-le savoir, défendez-vous en utilisant la législation actuelle, elle n'est pas du tout 2.0, mais elle peut déjà vous suffire. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne réputation.